Chunk Wan. Un choc énorme vient d'ébranler Hollywood lorsque Ron Howard, le réalisateur et acteur légendaire, après des mois de silence qui avaient déconcerté les fans, a finalement brisé le silence. Mais au lieu de bonnes nouvelles, il a révélé une vérité qui sonne sombre et inquiétante. Howard, l'homme derrière d'innombrables chefs-d'œuvre du cinéma, a dévoilé quelque chose qui laisse le public stupéfait et triste. La grande question est maintenant, qu'est-ce qui a forcé l'un des noms les plus puissants d'Hollywood à s'exprimer? Et pourquoi cette confession est-elle considérée comme tout sauf bonne, tant pour sa carrière que pour sa vie privée? Le 1er mars, dans la petite ville de Duncan, Oklahoma, un garçon aux cheveux roux flamboyants est né, Ron Howard. Son père, Rance, luttait alors pour s'établir comme acteur et scénariste, tandis que sa mère, Jean, était également actrice. La petite famille avait des difficultés financières, mais un espoir silencieux brûlait en eux. Si l'on osait assez, le rêve pourrait peut-être devenir réalité. En 1958, Ron n'avait que 4 ans. La famille a emballé ses maigres biens et a déménagé à Hollywood, là où les projecteurs attiraient, mais signifiaient en même temps l'épreuve la plus difficile. Il n'y avait aucune garantie, seulement le rêve et un saut audacieux dans l'inconnu. Ils ont emménagé dans une petite maison à Burbank, luttant pour joindre les deux bouts tout en élevant le garçon. Curieusement, la maison était située juste à côté d'un grand studio de cinéma, de sorte que l'enfance de Ron était inextricablement liée aux caméras, aux plateaux de tournage et aux acteurs. Une atmosphère qui lui est vite devenue aussi familière que l'air qu'il respirait. Ron n'est pas allé à la maternelle. Sa salle de classe était le studio de cinéma, où il observait, apprenait et absorbait en silence, devenant ainsi involontairement une partie de ce monde. Sa carrière d'acteur a commencé extrêmement tôt. Le 1er janvier 1956, à l'âge de seulement 18 mois, il est apparu dans le film Frontier Woman. C'était un hasard. Son père avait besoin d'un bébé pour une courte scène et a placé son propre fils devant la caméra. Juste un minuscule moment, un enfant rampant sur le plateau, mais personne ne se doutait que ce serait le début d'une longue et brillante carrière. La famille Howard continuait cependant à lutter. Le père, fraîchement sorti du service militaire, était confronté à des soucis financiers. Le 15 juillet 1956, Ron est même monté sur une scène de théâtre, mais bien que des opportunités se soient présentées, les parents se sont strictement tenus à leurs principes. Leur fils ne devait pas être transformé en enfant star. Chunk 2. Ils ont refusé tous les contrats à long terme jusqu'à ce qu'il ait au moins 5 ans. Cette décision les a presque ruinés. En 1957, ils étaient si démunis que Rance envisageait sérieusement de quitter Hollywood et de devenir pharmacien en Oklahoma. Mais ils ont tenu bon. Dès 1954, les parents avaient décidé que Ron ne serait autorisé à jouer professionnellement à plein temps qu'à partir de l'âge de 5 ans. C'est pourquoi ils ont même refusé des offres lucratives entre 1957 et 1958, bien que l'argent suffise à peine pour le loyer et qu'ils aient dû engager des meubles. Fin 1958, ils ont de nouveau pensé à abandonner, mais ils sont restés. Lorsque Ron a eu 5 ans en 1959, la situation a changé. Il a obtenu un rôle dans le film The Journey. Pour la première fois, son nom est apparu officiellement au générique, une étape importante, bien que difficilement gagnée. Sur le plateau, il a rencontré la dureté du monde des adultes. Ses cheveux roux et ses taches de rousseur sont devenus une source de moquerie. Il a reçu des surnoms méchants comme le monstre aux taches de rousseur. Cela l'a profondément blessé. Son père, également sur le plateau, s'est violemment disputé avec des collègues à ce sujet et a failli perdre son emploi. Le salaire n'était que de $40, mais cela signifiait tout. Subsistance et une petite étincelle d'espoir. La même année, un nouveau membre de la famille est arrivé, Clint, le frère de Ron,
né le 20 avril 1959. Néanmoins, les finances sont restées tendues. Les dettes se sont accumulées, atteignant environ 5 000 $ en tenant compte de l'inflation. Malgré cela, les parents ont maintenu leur style d'éducation, une école publique, une enfance aussi normale que possible, au lieu de transformer leur fils en une machine à sous. Machine à sous. Puis, en 1960, le destin s'est finalement ouvert. Ron Howard a obtenu le rôle d'Opie Taylor dans la série The Andy Griffith Show. Il n'avait que 6 ans. Le casting a été difficile. Plus de 300 enfants ont postulé, mais le naturel et le charme de Ron ont convaincu. Le 3 octobre 1960, le premier épisode a été diffusé, et la série est immédiatement devenue un phénomène. Elle comprenait 249 épisodes. Chunk 3. Ron en a joué dans 243 presque sans interruption. Au début, il gagnait 300 $ par épisode, jusqu'à la fin de la série. En 1968, le salaire est passé à 800 $, considérable pour un garçon, mais derrière le brillant se cachait la pression. Encore un enfant, Ron devait mémoriser des textes, être ponctuel sur le plateau et jouer ses scènes parfaitement. Comme il n'y avait pas de public en direct, chaque rire, chaque trait d'esprit devait se produire directement devant la caméra. Un défi énorme. Mais le garçon a appris rapidement, et le personnage d'Opie Taylor est devenu un symbole d'innocence enfantine et de chaleur profondément ancrée dans la mémoire collective de l'Amérique. En coulisses, Ron a grandi plus vite que ses camarades. Il avait une amitié particulière avec Andy Griffith, la star de la série. Andy n'était pas seulement un collègue, mais un mentor et un ami paternel. Il expliquait les scènes, racontait des histoires. Pendant les pauses, il renforçait la confiance de Ron, mais aussi les ombres. Il y avait aussi des ombres. Andy se battait contre l'alcool, se mettait parfois en colère, lisait des critiques acerbes et laissait sa frustration s'exprimer sur le plateau. Pour un enfant, c'était effrayant et déroutant. Néanmoins, l'affection et le respect entre eux sont restés intacts. Cette connexion a duré des décennies. En 1997, Andy Griffith a rendu visite à Ron sur le plateau à Queens, et ce n'est qu'après la mort d'Andy en 2012 qu'une vérité surprenante a été révélée. Ils étaient en fait des cousins éloignés, une découverte qui a rendu leur lien déjà profond encore plus sacré. Un autre souvenir a marqué cette enfance en 1962. Ron n'avait que 8 ans. Il a failli mourir lors d'une scène d'ange sur un lac. Le petit bateau s'est soudainement renversé et le garçon est tombé dans l'eau glaciale. Un moment fugace entre jeu et réalité, où une scène a failli se transformer en tragédie. Mais heureusement, il a été sauvé et a pu poursuivre le long chemin de sa vie. Le moment où le bateau a chaviré en 1962 aurait pu se terminer en catastrophe. Andy Griffith était celui qui a tout vu et a sauté dans l'eau sans hésitation. Il a sorti le petit Ron des flots glaciales au dernier moment, mais les producteurs, craignant que cela ne nuise à l'image propre de la série, ont gardé le silence sur tout. La vérité n'a jamais été rendue publique, mais est restée un souvenir silencieux de ceux qui étaient présents à l'époque. Pour Ron, cependant, ce fut une profonde coupure. À l'époque, il n'y avait pas encore de règles strictes sur la protection des enfants sur le plateau. Les enfants devaient souvent travailler de nombreuses heures. Les accidents n'étaient pas rares. Chunk 4. La quasi-noyade s'est gravée dans sa mémoire, est devenue un traumatisme et en même temps une décision silencieuse. S'il devait un jour faire des films, il ferait toujours passer la sécurité de l'équipe en premier. De nombreuses années plus tard, lorsqu'il a commencé sa carrière de réalisateur, il a mis cette promesse silencieuse en pratique. Chaque plateau sous sa direction disposait de plans de sécurité minutieux, car il savait que derrière chaque film se trouvait la vie et la santé de personnes. Et rien n'est plus important que cela. En 1968,
Lorsque The Andy Griffith Show s'est terminé, Ron n'avait que 14 ans. La renommée aurait pu lui ouvrir de nombreuses portes, mais au lieu de cela, elle est devenue un fardeau. Plus de 50 auditions entre 1968 et 1973 ont échoué. Personne ne pouvait voir en lui autre chose que le personnage d'Opie Taylor. Il se sentait piégé dans ce rôle qu'il avait autrefois rendu célèbre. Par frustration, Ron a dit à ses parents qu'il voulait arrêter, mais il a continué à jouer de petits rôles. En 1969, il est apparu dans Gentle Ben. Cependant, il n'a reçu que 500 $ par épisode, un net recul par rapport à l'âge d'or précédent. En 1970, il a raté le rôle principal dans The Wild Country, un choc qui a ébranlé davantage sa carrière. En 1971, il a repris un rôle dans The Smith Family, a tourné un total de 39 épisodes et a reçu 8 000 $. Mais la série a rapidement échoué, ne laissant que plus de déception. Les refus constants rendaient Ron nerveux et tendu, mais il cachait ses sentiments, n'en parlait à personne. Parallèlement à ses luttes professionnelles, Ron essayait de mener une vie normale au lycée. Il jouait au basket, marquait en moyenne 12 points par match et en 1972, il essayait de vivre comme un adolescent ordinaire, bien qu'il se sente constamment piégé intérieurement. Puis, en 1973, à seulement 19 ans, est venue la grande opportunité d'obtenir un rôle dans American Graffiti du réalisateur George Lucas. Le tournage a commencé en juin en Californie. À première vue, un rêve, mais en coulisses, c'était dur. Des collègues comme Harrison Ford et Paul Le Mat harcelaient Ron sans pitié. Le 15 juillet, ils ont jeté des bouteilles de bière près de sa voiture et se sont moqués de lui. Opie, le 20 juillet, ils l'ont même enfermé dans une remorque, de sorte qu'il a raté une répétition. Pire encore, une fois, ils ont mélangé quelque chose dans sa boisson, juste par mépris parce qu'il avait été un enfant star. Ron ne s'est pas défendu, il a tout supporté en silence. Plus tard, il a dit que c'était la seule fois qu'il avait été en contact avec des drogues. Une cicatrice émotionnelle qui est restée. Malgré tout, il a terminé le rôle et a reçu 750 $. De nombreuses années plus tard, Harrison Ford s'est excusé, mais la douleur est restée. Retour en 1970. Chunk 5, un autre événement important dans sa vie. Ron a rencontré Cheryl Halley au lycée. Leur premier rendez-vous a eu lieu le 1er novembre, et seulement un mois plus tard, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Cheryl était enceinte. Il n'avait alors que 16 ans. En janvier 1971, Ron a dû démentir les rumeurs dans le journal des élèves. Mais en février, la presse à sensation a repris le sujet et a suscité une attention non désirée. Cela lui a même fait perdre un rôle d'invité prévu d'une valeur de 10 000 $. Cheryl était dévastée, mais ils sont restés ensemble. Ron l'a demandé en mariage 3 fois et finalement, en octobre 1975, elle a dit oui. Le 7 juin 1975, ils se sont mariés, le début d'un mariage qui dure maintenant depuis un demi-siècle, et encore aujourd'hui, il appelle Cheryl son porte-bonheur. L'argent est resté un problème après la fin de The Andy Griffith Show. Début 1971, Ron a commencé à distribuer des journaux. Chaque jour, il devait distribuer 200 journaux avant l'école, gagnant ainsi 50 $ par mois, juste pour pouvoir sortir avec Cheryl. Mais le 5 avril 1971, il a été heurté par un camion alors qu'il se rendait à une audition. L'accident lui a blessé le cou. Il a dû aller à l'hôpital. La facture s'est élevée à 3 000 $, une somme énorme sans assurance. Pour payer, il a même vendu son vélo bien-aimé pour 200 $. La blessure l'a suivi pendant de nombreuses années et a limité ses mouvements sur le plateau. Même après le succès retentissant d'American Graffiti en 1973, qui avec un budget de seulement 777 000 $, a rapporté plus de 115 millions de $,
Ron n'a pas reçu de récompense appropriée. Il n'a reçu que 750 $ sans participation aux bénéfices. Il avait demandé à George Lucas 1%, ce qui aurait signifié plus d'1 million de dollars, mais ce dernier a refusé. Cela a laissé une fissure dans leur amitié. Faute d'alternative, Ron a accepté à partir de 1974 le rôle dans Happy Days avec un salaire de 5 000 $ par épisode, à l'origine seulement pour avoir un revenu stable. Mais la série est devenue un tremplin pour son retour et sa carrière de réalisateur ultérieure. Le 15 janvier 1974, à seulement 19 ans, Ron Howard est apparu pour la première fois en tant que Richie Cunningham. Dès le premier épisode, 11 millions de téléspectateurs ont été atteints. Chunk 6, un début prometteur. Au début, Happy Days racontait la vie d'adolescent à Milwaukee dans les années 50 avec Richie et ses amis au centre. Mais à partir de 1976, tout a changé. Le personnage de Fonzie, joué par Henry Winkler, est devenu la star montante. Les taux d'écoute ont explosé, 31 millions de téléspectateurs par semaine. Face à ce succès exceptionnel, les managers d'ABC ont immédiatement conçu un tout nouveau plan. En 1976, alors que Happy Days atteignait son apogée, les responsables d'ABC ont soudainement présenté une idée controversée. Ils voulaient renommer la série en Fonz Happy Days, afin d'exploiter l'immense popularité du personnage de Fonzie. L'enthousiasme est allé bien au-delà de l'écran. Rien que cette année-là, les revenus des articles de merchandising avec des motifs de Fonzie ont dépassé la barre du million de dollars. Pour Ron Howard, cependant, cette décision ressemblait à une dévalorisation. Depuis le début, il était le visage de la série, l'âme du projet. Et maintenant, il semblait que les projecteurs étaient en train de s'éloigner de lui. En novembre 1976, dans une silencieuse indignation, il a posé un ultimatum. Si le titre devait être modifié, il quitterait la série, bien que son contrat soit encore valable jusqu'en 1980. Une épreuve de force semblait inévitable. Mais le 5 décembre 1976, l'information est parvenue au magazine spécialisé Variety. Une vague d'indignation a éclaté. Plus de 10 000 lettres de téléspectateurs sont parvenues à ABC, protestant contre le changement prévu. Ils ne voulaient pas perdre le noyau originel de la série, et sous cette pression, ABC a cédé et a conservé le titre Happy Days. Howard s'y restait, mais il savait. Depuis ce moment, quelque chose s'est irrémédiablement brisé en lui. Un an plus tard, en 1977, Happy Days rapportait 50 millions de dollars par an, une véritable machine à sous. Mais l'inégalité des salaires rongeait Howard. Il ne recevait que 25 000 $ par épisode, tandis que Henry Winkler en recevait 75 000. De nombreuses années plus tard, dans une interview de 1980, il a avoué que c'était le moment où il a sérieusement commencé à penser à une carrière de réalisateur, une voie où il aurait lui-même le contrôle créatif, au lieu d'être forcé dans un corset. Il n'y avait plus d'harmonie sur le plateau non plus. Entre 1976 et 1977, au sommet du succès, des rivalités sont apparues entre les acteurs à propos de l'argent et du temps d'écran. Chunk 7. Hanson Williams, qui jouait Potsy, ne recevait que 12 000 $ par épisode, soit la moitié de Howard. Il était frustré et a montré ouvertement son mécontentement. Le 16 novembre 1976, il aurait même quitté le plateau pendant le tournage de l'épisode The Mark Rakers. Le créateur de la série, Gary Marshall, a ensuite réécrit une scène, ce que beaucoup ont interprété comme un parti pris en faveur de Howard. Des rumeurs de bagarre ont circulé, mais il n'y a jamais eu de preuves. Comme la série rapportait 50 millions de dollars par an, ABC a tout fait pour étouffer les conflits internes. Mais les fissures sont restées. Des décennies plus tard, en 2012, la situation a dégénéré lorsque Williams et quelques autres acteurs ont poursuivi CBS en justice
et ont réclamé 10 millions de dollars de redevances non versées. Ils ont affirmé n'avoir jamais été associés aux revenus du merchandising, bien que rien qu'en 1976, plus de 5 millions de boîtes à Lunch Happy Days aient été vendues. Le litige a été réglé le 4 avril 2012. Chaque plaignant n'a reçu que 60 000 dollars. Williams a amèrement avoué qu'il n'avait jamais gagné 100 000 dollars par an, tandis que les studios empochaient des millions. Howard ne s'est pas associé à cette plainte, mais dans une interview en 2025, il a admis que les querelles d'argent de l'époque avaient presque détruit ses amitiés. Pendant qu'il était encore occupé avec Happy Days, Howard a secrètement fait ses premiers pas en tant que réalisateur. Début 1975, il a tourné un court-métrage de 10 minutes intitulé Deed of Daring Do. Il a profité des 2 semaines de vacances en mars, disposait d'un budget de 15 000 dollars et même Henry Winkler a aidé. Le film a été présenté le 15 juin 1971 lors d'un petit festival. Des rumeurs de plagiat ont circulé, mais il n'y a jamais eu de preuves. Le droit d'auteur était de toute façon flou à l'époque. En fait, d'autres auteurs ont dû payer jusqu'à 5 000 dollars dans un procès pour fanfiction en 1976. Mais cela ne concernait pas Howard. Plus surprenant pour lui, le producteur Roger Corman a exigé le 20 avril 1975 de retourner quelques scènes, ce qui a augmenté le budget de 500 dollars supplémentaires, épuisant presque tous les fonds. Malgré cela, la petite œuvre a remporté un prix au Festival du film d'Atlanta le 10 septembre de la même année. Ce succès lui a donné un nouvel élan, et 2 ans plus tard, il a tourné Grand Theft Auto en 1977. Le film n'a coûté que 600 000 dollars, mais a rapporté 15 millions, un signe fort de son talent de réalisateur en plein essor. La même année, il y a eu aussi un événement marquant dans sa vie privée. Chunk 8. Le 7 juin 1975, Ron Howard a épousé sa petite amie de lycée, Cheryl Halley, à Burbank. Le mariage était simple, a coûté 800 dollars, financé par le père de Cheryl, avec environ 300 invités. Henry Winkler était le témoin. Bien que Howard gagnait déjà 5 000 dollars par épisode, il voulait une célébration familiale modeste. Ensuite, les deux ont passé leur lune de miel pendant 2 semaines à Hawaï à partir du 8 juin. Parallèlement à cela, la presse à sensation n'a pas lâché prise. En 1977, les premières fausses rumeurs d'affaires sont apparues, non fondées, mais blessantes. Le point culminant est survenu le 15 octobre 1978, lorsque le National Enquirer a publié une série d'histoires malveillantes. Howard a appelé cela une humiliation. Dans une interview en 2025, il a raconté que lui et Cheryl s'étaient fait un cadeau simple mais significatif pour leur 50e anniversaire de mariage. Une chaise à baiser, un souvenir du début de leur amour en tant que confirmation d'un mariage qui a résisté à toutes les tempêtes. Puis, en juillet 1980, Ron Howard a pris une décision courageuse. Il a quitté Happy Days. La série comptait encore 20 millions de téléspectateurs par semaine, un succès exceptionnel. Mais il aspirait à plus que de simplement être devant la caméra. Il voulait lui-même diriger le jeu. ABC lui a cependant refusé la chance de mettre en scène un épisode de télévision et lui a plutôt offert un nouveau contrat de 3 ans de 750 000 dollars. Howard a fermement refusé. Le 20 juillet 1980, Howard a signé un contrat avec NBC avec un salaire d'1 million de dollars. Plus important encore, il avait le plein contrôle créatif. Il a quitté Happy Days immédiatement avant le début de la 8e saison le 9 septembre 1980. Son départ a choqué les fans. En août de la même année, ABC a reçu des lettres de téléspectateurs qui le suppliaient de revenir. Chunk 9. Mais Ron Howard avait pris un autre chemin. Il a ouvert un nouveau chapitre de sa carrière artistique. Plus tard,
Howard s'est souvenu et a comparé la façon dont ABC l'avait traité à un aigle qui enlève un enfant. Cette image était à la fois forte et amère, un reflet de sa déception lors de son départ de Happy Days. Cette décision audacieuse a ouvert la voie à un nouveau voyage, non plus seulement acteur, mais désormais aussi réalisateur, avec le désir ardent d'un contrôle créatif total. Son premier grand projet, après son départ de la télévision, a été Night Shift en 1982. Le film a rapporté 21 millions de dollars, un chiffre pas mal pour un début. Mais au fond de lui, Howard savait que Happy Days avait laissé un vide difficile à combler. Sans Richie Cunningham, les taux d'écoute ont chuté de 30%. Néanmoins, la série a continué jusqu'en 1984 et s'est terminée après un total de 255 épisodes. En fait, il avait déjà fait ses premières tentatives très tôt. En 1977, à seulement 23 ans, Howard a réalisé Grand Theft Auto. La particularité de ce projet était qu'il n'était pas seulement réalisateur, mais qu'il jouait aussi un rôle d'acteur et qu'il a écrit le scénario avec son père, Rance Howard. Le film est sorti le 16 juin et a été, de manière surprenante, un succès au box-office avec des recettes de 15 millions de dollars pour un budget de seulement 600 000 dollars. Mais le succès n'était pas sans ombre. Pendant le tournage, un cascadeur automobile a été grièvement blessé lors d'un accident de cascade, Paul Bartel. Fracture d'os, blessures internes. Howard était horrifié. Il avait l'impression que sa jeune carrière de réalisateur pouvait se terminer avant même d'avoir commencé. L'incident a été réglé à l'amiable en 1978, mais le souvenir est resté. À partir de ce moment-là, il a fait de la sécurité de l'équipe sa priorité absolue dans chaque projet. En 1984, il est revenu avec Splash, qui est sorti en salle le 9 mars. Le film a coûté 11 millions de dollars et en a rapporté près de 70 millions. Il a fait de Tom Hanks une star brillante, mais les coulisses étaient chaotiques. Le 15 juillet 1983, Hanks a eu une crise de colère pendant le tournage à New York à cause du changement de scénario. Une violente dispute avec l'équipe a menacé de dégénérer en bagarre et Howard a dû intervenir. Le studio a envisagé d'annuler le projet, mais Disney a sauvé le film grâce au nouveau label Touchstone. Chunk 10, Chunk, en 1985 a suivi Cocon, tourné en Floride. Le 12 février, Howard a reçu une lettre de menace. Un compositeur nommé Harold Jenkins, qui avait été renvoyé, accusait le film de se moquer des personnes âgées et menaçait Howard de mort. Le studio Fox a ensuite dû engager des agents de sécurité 24 heures sur 24 pour 10 000 dollars. Le film a été légèrement modifié et repoussé au 21 juin, mais a finalement rapporté 85 millions de dollars et a remporté des Oscars pour le son ainsi que pour les effets visuels. En 1988, Willow est sorti en salle le 20 mai. L'idée venait de George Lucas en 1972 et maintenant, Howard était derrière la caméra avec un budget de 35 millions de dollars. Le film a rapporté 137,6 millions de dollars dans le monde entier, mais en raison des énormes coûts de marketing, il y a eu une perte de 20 millions. En juin 1987, il y a eu une violente dispute entre Howard et Lucas à propos d'une réduction de budget prévue de 5 millions. Howard a sérieusement envisagé d'abandonner le projet. Seuls les revenus du marché vidéo ont permis de récupérer les coûts par la suite. En 1989, il a sorti Parenthood. Le film est sorti le 2 août. Il s'est inspiré d'un voyage chaotique en Australie avec sa fille de 4 ans, qui lui a vomi des sushis sur ses vêtements en plein vol. Et ainsi est né un film honnête et accessible. Les coûts se sont élevés à 20 millions de dollars. Les recettes ont atteint 126 millions. Mais peu avant la première en mai 1989, l'auteur Helena Vasquez a poursuivi Howard pour vol de scénario présumé.
En juin, il a dû parvenir à un accord à l'amiable et payer 500 000 $. Le litige a menacé d'empêcher la publication. Dans les années 90, les défis sont devenus encore plus grands. En 1991, il a réalisé Backdraft, un film sur les pompiers. Le 23 juillet 1990, une explosion est devenue incontrôlable. Kurt Russell a subi des brûlures à la main et au visage. 3 autres membres de l'équipe ont été blessés. Chunk 11. L'enquête de l'OSA a révélé de graves violations des règles de sécurité. Howard lui-même a admis qu'on savait quand le feu était devenu incontrôlable. Néanmoins, le film a rapporté 152 millions de $ et a reçu une nomination aux Oscars pour les effets visuels. Le point culminant est venu avec Apollo 13 en 1995. La sortie en salle a eu lieu le 30 juin et le film a rapporté 355 millions de $ dans le monde entier. Mais la production était extrêmement tendue. Tom Hanks insistait sur une précision absolue de chaque page du scénario jusqu'aux documents de la NASA. Le 12 octobre 1995, il a exigé une révision complète et seulement 3 jours plus tard, toute la production a été interrompue. Coût 2 millions de $. Le 18 octobre, Howard a même menacé de quitter le projet. Seuls les experts de la NASA ont pu intervenir pour que le tournage puisse se poursuivre. Le film a remporté 2 Oscars en 1996 pour le montage et le son. La même année, il a sorti Ransom, qui est sorti le 8 novembre et a rapporté 309 millions de $. Mais la vraie vie reflétait le thriller. Le 14 février 1996, Howard a reçu des lettres de menaces qui visaient ses enfants. Le FBI a surveillé les téléphones et observé des voitures suspectes près de la maison. Le 5 mars, la famille a dû se cacher. En avril, le suspect a disparu de Californie. Il n'y a pas eu d'arrestation. Un traumatisme est resté pour Howard. Plus tard, il a qualifié Ransom de « mon film le plus personnel ». En 2000, a suivi un projet gigantesque, The Grinch, sorti en salle le 17 novembre avec Jim Carrey dans le rôle principal. Le film a rapporté 345 millions de $. Chunk 12, un succès commercial retentissant. Mais la dureté et la tension régnaient sur le plateau. Carrey devait passer 2h30 par jour au maquillage pour se transformer en Grinch. Sa patience était épuisée et le 22 mars, il a complètement perdu le contrôle, s'est mis en colère et a même renversé Ron Howard. Tout le plateau s'est figé. Le tournage a dû être interrompu ce jour-là. Plus tard, Carrey s'est excusé et a promis de faire mieux. À partir d'avril, il s'est sérieusement efforcé de changer son comportement. Au final, cela a payé. Le film a remporté l'Oscar du maquillage en 2001, une reconnaissance également pour les tensions qui avaient de brûler en coulisses. 1 an plus tard seulement, le 21 décembre 2001, Howard est revenu avec une œuvre devant laquelle le monde du cinéma a dû s'incliner. Un homme d'exception. Le film raconte l'histoire de John Nash, le mathématicien de génie qui se bat contre la schizophrénie. Une tragédie et en même temps, une chanson humaine profondément touchante. L'œuvre a non seulement rapporté 313 millions de $, mais a également apporté 2 des Oscars les plus convoités, celui du meilleur film et celui du meilleur réalisateur dans la nuit du 24 mars 2002. Mais derrière les applaudissements se cachait un plateau de tournage lourd et oppressant. Russell Crowe, dans le rôle de Nash, avait sans cesse de violentes crises de colère. Le 10 juin, il a jeté un téléphone directement sur un employé d'hôtel. Peu de temps après, le 15 avril, Howard n'en pouvait plus. Il a décidé de licencier Crowe. Mais seulement 2 jours plus tard, la pression des énormes coûts de production l'a forcé à faire revenir Crowe, car chaque jour d'arrêt coûtait 500 000 $. Au milieu de cette tempête, c'est Howard qui a sauvé le navire du naufrage. Jennifer Connelly, qui jouait l'épouse de Nash, a dit un jour
Ron a été le seul à avoir sauvé le film de la rupture. En 2006, Ron Howard a été confronté à une tempête encore plus violente, non seulement sur le plateau, mais dans le monde entier. Le film Da Vinci Code est sorti et a immédiatement déclenché un séisme mondial. Chunk 13. L'histoire suggérait que Jésus-Christ avait été marié à Marie-Madeleine et avait eu des enfants. Un secret qui avait été dissimulé par l'ordre Opus Dei. Pour des millions de croyants, ce n'était pas seulement un film, mais une insulte. Des réactions violentes ont éclaté partout. En Inde, des groupes chrétiens ont exigé une interdiction de diffusion. Aux Philippines, le film a été classé uniquement pour adultes. L'Église catholique était indignée. De nombreux ecclésiastiques l'ont qualifié de blasphème. Le 17 mai, lors de la première, des menaces à la bombe ont fait surface, de sorte que Howard a dû engager des gardes du corps. Dans les cinémas, les critiques se moquaient bruyamment du film au milieu des scènes. Le 14 février, Opus Dei avait demandé à Sony d'afficher un avertissement indiquant qu'il s'agissait d'une pure fiction. Mais Howard a refusé. Les évêques américains ont même créé un site web appelé JesusDecoded.com qui qualifiait le film de moralement offensant. En Italie, Howard et l'auteur Dan Brown ont failli être arrêtés pour avoir tourné dans des églises sans autorisation. Le Vatican a qualifié le film d'anti-religieux et a déconseillé aux croyants de le regarder. Mais cette interdiction même a jeté de l'huile sur le feu de la curiosité du public. Malgré toutes les controverses, le film a rapporté 760 millions de dollars dans le monde entier. Howard a avoué plus tard que cette colère persistante l'avait épuisé, comme si la gloire avait été recouverte de tempêtes sans fin. En 2009, lorsqu'Ange et Démon est sorti en salle, il s'est retrouvé une fois de plus dans un tourbillon similaire. Le film présentait l'Église comme un adversaire et racontait l'histoire des Illuminati et de la menace de Rome par l'antimatière. Cette fois, le Vatican ne s'est pas exprimé avec de vives protestations, mais a agi en silence. Le 3 mai, Howard a déclaré que le Vatican avait secrètement interdit le tournage dans les églises, de sorte qu'il a dû reconstruire des décors. Il était convaincu que cette ingérence secrète avait coûté au film environ 50 millions de dollars de recettes. L'archevêque Velasio de Polis a même averti. Une résistance ouverte ne ferait qu'attirer encore plus d'attention, comme à l'époque du Da Vinci Code. Certaines églises ont strictement refusé de coopérer parce que le scénario contenait des scènes de meurtre. Mais malgré ces obstacles, le film est sorti en salle, a rapporté 485 millions de dollars et Tom Hanks a souligné que l'objectif n'était pas la colère, mais la curiosité. Le Vatican a décidé 7 fois de se taire. Chunk 14. En 2015, Howard et sa société, Imagine Entertainment, ont connu une autre tempête. Cette fois, cependant, pas de l'Église, mais de personnes réelles. Des réfugiés soudanais ont accusé le film The Good Lie d'avoir exploité leurs souffrances pour instrumentaliser les sentiments, sans avoir été correctement rémunérés pour cela. Pour eux, c'était une profonde injustice que leurs blessures soient transformées en marchandises. Howard, depuis longtemps habitué aux tempêtes d'Hollywood, s'est maintenant retrouvé confronté à un jugement de la réalité nue. Le 19 février, une plainte de 101 pages a été déposée à Atlanta. Dans celle-ci, les réfugiés soudanais ont décrit comment ils avaient partagé leurs souvenirs les plus douloureux. La faim, la fuite devant les miliciens, en faisant confiance à la promesse que leur souffrance serait entendue et qu'en échange, 55 000 dollars et une aide humanitaire seraient versés. Mais lorsque le film est sorti le 3 octobre avec Reese Witherspoon dans l'un des rôles principaux, ils ont dû amèrement constater qu'ils n'avaient pas reçu un seul centime. Les producteurs Bobby Newmyer et Mike Nagel ont été accusés d'avoir rompu l'accord. Les fans ont été horrifiés en lisant les nouvelles. L'équipe autour de Ron Howard avait collecté des millions de dollars pour l'aide aux réfugiés,
mais les témoins vivants de la tragédie ont été laissés pour compte. En 2017, le litige s'est terminé par un règlement secret. Howard n'a pas été mis en cause nommément, mais l'indignation est restée. Le film n'a rapporté que 3,2 millions de dollars aux États-Unis. Un petit chiffre, mais son écho était bien plus grand. Il s'est gravé dans la conscience publique que derrière le cinéma éclatant se cachent parfois les côtés sombres impitoyables. À cette époque, Howard a également dû supporter une autre épreuve. Cette fois, directement depuis le plateau de tournage. En 2013, pendant le tournage de Rush, le film sur le duel de Formule 1 de l'année 1976, un tragique accident s'est produit. Le 1er août sur le Nürburgring, alors que le fameux accident du pilote Niki Lauda était reconstitué, la suspension de la voiture que conduisait le cascadeur David Crowder a soudainement cédé. La voiture a perdu le contrôle et a foncé dans les barrières de sécurité. Une scène qui était si sinistre parce qu'elle reflétait presque exactement le malheur réel. Crowder a été grièvement blessé et a affirmé plus tard que l'équipe avait négligé la sécurité. En 2014, l'affaire a été réglée à l'amiable, mais le malheur ne s'est pas arrêté là. Seulement 18 jours après la première du film le 27 septembre, le fils du coordinateur de cascade est décédé lors d'un accident distinct. Chunk 15. Septembre, le fils du coordinateur des cascades est décédé lors d'un accident distinct. Cette mort a jeté une ombre sombre sur le film. On a demandé à Howard s'il avait mis la sécurité des personnes en jeu avec le budget réduit de 38 millions de dollars. Rush a certes rapporté 90 millions de dollars, mais a été souvent accusé de glorifier le danger et même d'utiliser de véritables images de blessures de Los Angeles pour augmenter le drame. Le temps a passé, et en août 2025, l'histoire s'est déplacée sur une autre génération de la famille Howard. Bryce Dallas. La fille de Howard, Ron, était au centre du débat sur le mot-clé Nepo-Abby, si son succès était uniquement dû au célèbre nom de famille. Né le 2 mars 1981, Bryce a parlé ouvertement dans le podcast Happy Set Confused. Oui, les portes d'Hollywood se sont ouvertes plus facilement pour elle. Son père Ron, son oncle Clint né en 1959, son grand-père Rance 1928 à 2020 et sa grand-mère Jan 1927 à 2000. Tous vivaient et respiraient ce métier. Mais elle a ajouté qu'elle avait elle-même travaillé dur pour faire valoir sa place. Les fans étaient divisés. Certains louaient l'honnêteté, d'autres doutaient que les rôles n'aient pas été assurés par la main de Ron. Bryce a souligné qu'elle n'avait jamais nié le privilège familial. En 2025, BuzzFeed l'a saluée pour son ouverture, en particulier par rapport à d'autres stars qui évitent le sujet. Presque personne ne savait que son PE était Henry Winkler. À cette époque, Bryce avait déjà mis en scène de nombreux projets et était également la star de Jurassic World, ce film qui avait rapporté 1,6 milliard de dollars en 2015. Le père de Ron, R. Howard, est décédé le 25 novembre 2017 à l'âge de 89 ans d'une insuffisance cardiaque due à une infection par le virus du Nil occidental. Il, de son vrai nom Harold Beckenhold, né le 17 novembre 1928, a commencé sa carrière d'acteur en 1949 et a laissé une œuvre considérable, avec plus de 140 films et 167 productions télévisées. Ses deux fils, Ron et Clint, ont écrit une nécrologie déchirante dans People, dans laquelle ils ont raconté que sa passion pour l'art avait marqué toute la famille. Rance a également joué dans Chinatown et Nebraska. Il y avait des rumeurs selon lesquelles un différend était survenu entre Clint et Ron au sujet du testament, mais aucune preuve n'a jamais fait surface. Au contraire, tout indiquait un lien fraternel solide. Ron a même écrit sur Twitter qu'il était heureux d'avoir Clint comme frère. Chunk 16.
Les deux ont travaillé ensemble à plusieurs reprises, de Grand Theft Auto à des projets ultérieurs, et un détail a ému beaucoup de gens aux larmes. Rance était encore devant la caméra jusqu'à la fin et a terminé un rôle seulement 36 heures avant sa mort. En juin 2025, Ron et Sherry Howard ont fêté leur 50e anniversaire de mariage. Ils s'étaient rencontrés au lycée John Burroughs à Burbank. Le premier rendez-vous, le 1er novembre 1970, consistait simplement à regarder le film « It's a Mad, 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 Mad World » et à partager une pizza. Un demi-siècle plus tard, Ron a écrit sur Instagram qu'il était reconnaissant pour tous les hauts et les bas qu'ils avaient vécus ensemble. Ils ont élevé 4 enfants. Bryce, 1981, les jumeaux Paige et Jocelyn, 1935, et Reed, 1987. En 2025, ils avaient 6 petits-enfants. De vieilles rumeurs disaient que leur mariage avait été ébranlé dans les années 80 par la folie du travail de Ron. Mais le temps a prouvé le contraire. Ils étaient plus liés que jamais. En 2020, Ron a déclaré qu'il n'avait jamais cherché personne d'autre que Sherry. Le moment le plus doux de leur jubilé d'or a été lorsqu'ils se sont assis dans la VW Coccinelle de 1970 et ont reconstitué leur premier rendez-vous. Sherry, désormais une grand-mère joyeuse, a enfreint toutes les règles strictes avec les petits-enfants, et Ron, malgré toutes les tempêtes professionnelles, a conservé une simple histoire d'amour durable. Quelque chose que Hollywood obtient rarement. Il est remarquable qu'en 2011, entre tous les projets, Howard ait été hanté par une réplique de son propre film. Le Dilemme, sorti le 14 janvier. Dans ce film, le personnage joué par Vince Vaughn a fait une blague controversée sur les voitures électriques, en les qualifiant de « gays », non pas au sens de l'homosexualité, mais comme une expression humoristique bizarre. Mais le public a réagi violemment. GLAAD et Ellen DeGeneres ont ouvertement critiqué la blague parce qu'elle favorisait le harcèlement, en particulier dans le contexte sensible après le suicide d'un élève nommé Tyler Clement en septembre 2010. Universal Pictures a immédiatement supprimé la scène de la bande-annonce le 30 octobre, mais Ron Howard a décidé de la laisser dans la version cinéma. Il a expliqué que la blague reflétait le personnage et que la supprimer détruirait le cœur de l'humour. Dans une interview à la BBC en janvier, Howard a admis qu'il ne s'attendait pas à une réaction aussi violente, mais a reconnu plus tard que l'expression pouvait être blessante. Des critiques comme Anderson Cooper et GLAAD ont continué à qualifier cela de langage dangereux et offensant. Chunk, 17. Malgré cela, Howard a souligné qu'il faisait toujours attention à la sensibilité, mais qu'il ne voulait pas censurer la liberté de raconter des histoires. Le film a finalement rapporté 69,7 millions de dollars. Mais la blague est restée une lourde tâche dans sa carrière. En 2020, Howard a réalisé Hillbilly Elegy pour Netflix, basé sur les mémoires de J.D. Vance. Le film est sorti le 24 novembre avec Amy Adams dans le rôle de la mère et Glenn Close dans le rôle de la grand-mère et a reçu à la fois des nominations aux Oscars et des nominations aux Razzie pour le rôle de Close. Le budget a été estimé à 45 millions de dollars. Les critiques sur Rotten Tomatoes n'ont attribué que 25%, tandis que le public a réagi positivement avec 82%. Une preuve claire du fossé entre les critiques spécialisés et les spectateurs. En août 2025, Howard a déclaré au magazine Collider qu'il avait été surpris d'apprendre que Vance s'était présenté en 2024 comme candidat à la vice-présidence sous Trump. Il a déclaré que Vance s'était encore montré modéré pendant le tournage de 2018 à 2019 et avait même qualifié Trump de méprisable en 2016. Howard a révélé qu'il avait envoyé un message de félicitations froid le 6 novembre 2024, mais qu'il avait lui-même été profondément déçu. Il a qualifié le film d'énième gâchis, a reçu de nombreuses critiques négatives, mais a été accepté par le public.
Ce qui a vraiment étonné Howard, c'est le changement d'attitude et de valeur de Vance au fil du temps. En 2025, Howard a présenté son film Eden, dont la première a eu lieu le 7 septembre au Festival international du film de Toronto. Auparavant, le projet portait le titre Original of the Species et avait un casting avec Jude Law, Anna de Armas, Vanessa Kirby, Daniel Brühl et Sydney Sweeney. Le film se basait sur une histoire vraie qui s'est déroulée aux îles Galapagos dans les années 1920 et tourne autour de la jalousie, de la trahison et du meurtre. Le tournage a commencé le 27 novembre 2023, principalement dans le Queensland, avec quelques scènes aux îles Galapagos, et s'est terminé le 14 février 2024. Le budget initial était de 55 millions de dollars, mais il a été réduit à 35 millions de dollars grâce à des allègements fiscaux australiens. Dans une interview le 25 août, Howard a révélé qu'il y avait des scènes qui l'avaient beaucoup troublé. L'une d'elles montrait une femme qui met au monde un enfant seul et qui meurt en même temps. Basé sur une véritable tragédie de 1934, le film a reçu des critiques mitigées. Rotten Tomatoes l'a évalué à 68%. Chunk, 18%. Beaucoup l'ont qualifié de sombre et illogique, mais en même temps d'obsédant. Howard a souligné qu'il s'agissait d'une histoire de mise en garde contre l'isolement, et bien qu'il ait conservé les détails historiques, il a atténué le tragique afin d'équilibrer les émotions des spectateurs. La même année, Howard a reçu sa première nomination aux Emmy Awards en tant qu'acteur, après être apparu dans une série comique dans laquelle Seth Rogen jouait le rôle principal. La série a reçu un total de 23 nominations le 15 juillet. Howard incarnait une version humoristique et exagérée de lui-même, et avait même une scène dans l'épisode 3, qui a été diffusé le 14 mars, dans laquelle il se dispute et se bat avec le personnage de Rogen. C'était sa première apparition à la télévision depuis la fin de Happy Days en 1984. Dans une interview avec People le 6 septembre, Howard a déclaré qu'il était trop superstitieux pour espérer une victoire aux Emmy Awards à cause d'un incident de 1995. Un film avait échoué au box-office et n'avait rapporté que 48 millions de dollars pour un budget de 30 millions de dollars. Et il en a imputé la faute au fait qu'il avait ignoré l'avertissement d'un médium. Sur Instagram, il a également plaisanté en disant qu'il n'avait jamais remporté de prix d'acteur en 185 ans de télévision. La nomination aux Emmy Awards de cette année était sa 14e au total. Il avait remporté jusqu'à présent 3 prix en tant que producteur. Les scènes de combat dans la série ont été improvisées, et Howard a admis qu'il s'était même foulé une côte en janvier 2025. Une preuve de son dévouement et de son attitude consistant à se lancer dans chaque projet, même à l'âge de 70 ans. Et voici l'histoire inspirante de Ron Howard. Du garçon aux cheveux roux sur le plateau du Andy Griffith Show au réalisateur hollywoodien légendaire qui a surmonté d'innombrables épreuves, controverses et même des accidents mortels pour créer des films impérissables. Maintenant, nous aimerions entendre votre avis. Quelle phase de la vie de Ron Howard vous a le plus impressionné? Son époque en tant qu'enfant star ou les années difficiles mais glorieuses en tant que réalisateur? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous et partagez vos pensées. Si vous avez aimé cette histoire et que vous voulez voir d'autres vidéos ou articles sur les légendes d'Hollywood, abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne manquer aucune histoire passionnante. Et n'oubliez pas de laisser un like et de partager si vous trouvez que Ron Howard est vraiment extraordinaire. Ensemble, nous continuerons à découvrir les merveilleuses histoires du cinéma.